Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la BYD Dolphin. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. BYD, BYD, trois lettres qui ne vous disent sans doute rien. Et pourtant, en 2023, le constructeur chinois BYD, pour Build Your Dreams, a transformé ses rêves en réalité en devenant le premier constructeur au monde de voitures électrifiées devant un certain Tesla. Alors après avoir pris le volant et vous avoir proposé un essai du SUV BYD Atto 3, j'ai roulé cette semaine dans le plus petit modèle BYD disponible chez nous, c'est donc la Dolphin, une voiture qui vient, s'il vous plaît, de se voir décerner le prix de Best Buy Car 2024 par le jury d'Autobest. Alors quelles sont les qualités mais également les défauts de cette concurrente directe de la Renault Megane E-Tech, la MG4 ou encore la Volkswagen ID.3? Pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 3 heures ou une demi-journée, non pendant une semaine complète. L'occasion de vérifier quelles sont ses qualités, mais également ses défauts. Est-ce que les premières impressions de certains de mes confrères, impressions que vous avez peut-être vues sur YouTube, les premières impressions qui n'étaient pas forcément positives durant cet été, lorsqu'ils ont pris le volant des premiers exemplaires de la BYD Dolphin, est-ce qu'on va les confirmer ou les infirmer? Restez là, ne bougez pas. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent évidemment, comme chaque fois, dans cet essai. Vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dimanche prochain à 18 h. On va rester chez BYD avec la grande sœur de cette BYD Dolphin. Ce sera la BYD Seal, concurrente une de plus d'une certaine Tesla Model 3. On verra quels sont ses atouts, mais également les points un petit peu plus négatifs à l'issue d'une semaine à son volant. Ne manquez pas ce nouvel essai très électrisant. En attendant, c'est parti, place à l'essai. Extérieurement, contrairement à MG qui a donné à sa MG4 une ligne pour le moins originale, certains diront clivante, surtout à l'arrière, BYD a fait le choix inverse pour sa Dolphin avec un dessin très sage, plutôt passe-partout, histoire de plaire au plus grand nombre. L'avant est donc très sage, certains diront tristounet, alors qu'à l'arrière, une signature lumineuse plutôt réussie vient souligner une marque qui s'écrit en toutes lettres « Build Your Dreams », construisez vos rêves. C'est donc très classique à l'extérieur, mais un peu moins à l'intérieur, on le verra dans un instant, avec un concept stylistique Ocean Aesthetics qui s'exprime sans réserve, ce qui risque de ne pas plaire à tout le monde. En même temps, on se souvient de l'intérieur de l'Atto 3, avec notamment les cordes de guitare sur les portières. Lui aussi n'est pas particulièrement fédérateur, mais je vous rassure, c'est quand même plus sage ici. Les dimensions de la BYD Dolphin, sa longueur c'est 4,29 m, sa largeur 1,77 m, ce sera 2,01 m avec les rétroviseurs, sa hauteur 1,57 m et son empattement, distance entre les roues avant et les roues arrière, on est sur 2,70 m, c'est plutôt pas mal. On verra ce que ça donne à l'intérieur en termes d'espace et notamment au niveau des places arrière. Alors notez qu'on est en présence ici d'une finition supérieure avec une peinture Biton, vous le voyez, qui lui va plutôt bien. Et vous la trouvez comment cette BYD Dolphin? Dites-le moi dans les commentaires. Tout comme son grand frère, le SUV Atto 3, cette BYD Dolphin, elle repose sur la plateforme e-Platform 3.0 du constructeur chinois BYD. Sous le capot, c'est donc une traction. Le moteur entraîne les roues avant. On va retrouver précisément un moteur électrique synchrone à aimant permanent qui développe 204 chevaux, c'est-à-dire 150 kW. Le couple 310 Nm et les 0 à 100, il est abattu en 7 secondes. Alors notez que 2 autres versions existent également, mais elles ne sont pas forcément disponibles sur tous les marchés en même temps. Une version de 95 chevaux et une version de 177 chevaux. Allez faire un petit tour donc sur le site internet de BYD qui correspond à votre pays pour voir quelles versions sont disponibles au moment où vous visionnez cet essai.
Elle est située sous le plancher, entre les 4 roues. Elle, c'est la batterie qui équipe cette BYD Dolphin. Batterie Blade du constructeur BYD. C'est donc une batterie maison dont le constructeur est très fier d'ailleurs. Parce que cette batterie Blade, alors pourquoi Blade? Parce qu'elle est constituée d'éléments verticaux sous forme de lames en fait. Eh bien, elle est particulièrement performante et puis elle est résistante également au percement. Donc il y a peu de risques que la batterie s'enflamme en cas d'accident évidemment. Alors cette batterie, c'est une batterie LFP, lithium fer phosphate. On connaît les qualités des batteries LFP. Alors il y a une moins grande densité énergétique, donc pour la même masse, on a moins d'énergie stockée. Par contre, on peut recharger cette batterie à 100%, ce qui n'est pas le cas des batteries NMC où on doit s'arrêter à 80 ou 90% selon les prescriptions des constructeurs. Donc on bénéficie finalement ici, quand on a une valeur donnée pour la capacité de la batterie, eh bien on peut l'utiliser réellement au quotidien. En l'occurrence ici, c'est 60,4 kWh, 60,4 kWh pour 427 km d'autonomie sur une seule charge. En norme WLTP, cycle mixte, ça c'est pour la théorie évidemment. Alors une autre batterie est disponible, histoire de faire baisser le ticket d'entrée. Batterie de 44,9 kWh qui autorise 310 ou 340 km d'autonomie sur une seule charge norme WLTP selon les versions. Notez que pour faire baisser la consommation, tirer la consommation vers le bas durant la saison froide, eh bien toutes les BYD Dolphin bénéficient d'une pompe à chaleur et ça c'est un très bon point. Pour recharger la batterie de cette BYD Dolphin, ça se passe à l'avant du côté droit, un positionnement original pour la trappe qui renferme les connecteurs de recharge, un choix d'ailleurs qui ne va pas être pratique dans toutes les situations. Alors quand on ouvre la trappe, on dévoile deux connecteurs. Celui du haut, c'est le connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Il y a un petit cache qu'il faudra retirer à chaque fois, ce qui n'est pas le cas sur toutes les voitures. Moi j'aime bien quand celui du haut, celui qu'on utilise au quotidien, eh bien, il est directement accessible. Ce n'est pas le cas ici. Alors, connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué de 11 kW sur les versions équipées de la plus grosse batterie. Ce sera 7 kW sur les versions équipées de la plus petite batterie. En termes de temps de recharge, qu'est-ce que ça donne? Pour atteindre 100% avec le connecteur de type 2 et le chargeur embarqué de 11 kW, ce sera 6h12, ce sera 7h18 avec toujours ce connecteur de type 2, mais le chargeur embarqué de 7 kW, donc avec la plus petite batterie. Alors, bien sûr, vous pouvez recharger également sur le courant continu avec cette BYD Dolphin. Il faut retirer pour ça le deuxième petit cache et utiliser la somme des deux connecteurs. C'est le connecteur combo CCS. Et là, les valeurs, elles ne sont pas très élevées. Donc, si vous allez souvent au-delà de l'autonomie de cette voiture sur une seule charge, dont on reparlera tout à l'heure, l'autonomie réelle sur une seule charge, eh bien, vous allez avoir recours durant votre journée à un moment donné à un petit supplément de recharge sur un superchargeur le long de la route, là où vous attendez évidemment, contrairement à la recharge sur le courant alternatif qui se fait pendant que vous dormez ou pendant que vous travaillez. Là, forcément, quand vous êtes sur la route, vous attendez que la voiture recharge et donc vous avez envie d'un temps de recharge le plus réduit possible. Eh bien, malheureusement, les valeurs ne sont pas très élevées sur le courant continu, je le disais. 88 kW quand on a la plus grosse batterie, 60 kW seulement quand on a la plus petite batterie. Ce qui va donner des temps de recharge forcément supérieurs à la moyenne. La moyenne, c'est une demi-heure à peu près pour récupérer 80% de capacité de batterie. Ici, on sera plutôt sur 40 minutes. Alors, si c'est occasionnel, ce n'est pas la fin du monde. Si c'est très régulier, c'est un petit peu casse-pied, évidemment. On a toujours envie, et certainement quand on attend que la voiture soit rechargée, que ça se fasse le plus rapidement possible. Ce sera moins le cas avec cette voiture qu'avec certaines concurrentes à cause des valeurs, je vous l'ai dit, qui sont en dessous de la moyenne. Notez par contre, et ça c'est une bonne chose, eh bien, que cette voiture est équipée de la technologie V2L, Vehicle to Load. Grâce à un adaptateur que vous allez pouvoir brancher sur le port de recharge, eh bien, vous allez pouvoir alimenter des appareils électriques extérieurs. Donc si vous êtes souvent en vadrouille et que vous avez envie de vous faire un café sur le bord de la route, eh bien, c'est possible grâce à cette technologie V2L avec une puissance maximale délivrée de 3,3 kW. Bon à savoir. Le volume de chargement sur cette BYD Dolphin, ce n'est pas vraiment une qualité que cette voiture peut revendiquer, bien au contraire. On a 345 litres de volume de chargement avec la banquette arrière 60-40 en place et 1310 litres avec la banquette arrière fractionnable complètement rabattue. Des valeurs qui ne sont donc pas incroyables. L'ouverture du coffre, elle est manuelle.
Et qu'est-ce qu'on constate au niveau de la praticité, au-delà de ces valeurs qui ne sont pas incroyables, mais qui certainement seront suffisantes la plupart du temps au quotidien? Eh bien, on constate qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. On a des petits espaces de rangement à gauche et à droite avec des petits filets de retenue. Pour le reste, on a un plancher du coffre qui est pratiquement à hauteur du seuil de chargement. Plancher du coffre qu'on peut évidemment enlever. Et dans ce cas-là, eh bien, on a un sous-coffre qui est quand même relativement intéressant. En tout cas, ça vous permettra de gagner pas mal en hauteur de chargement. Voilà, un coffre bien pensé, bien fini, assez pratique, mais dont le volume n'est pas extraordinaire. Alors, est-ce qu'il est possible d'augmenter ce volume grâce à un frunk? On l'a vu, non, ce n'est pas possible. Sous le capot, il n'y a rien à part le moteur électrique et toute la partie technique. Donc, on devra se contenter du volume ici disponible à l'arrière. On le répète, 345 litres avec la banquette arrière en place, 1310 litres avec la banquette arrière complètement rabattue. Les câbles de recharge, comme ici, eh bien, devront trouver leur place dans le coffre. Avant de m'installer à l'avant et de vous faire découvrir le tableau de bord de cette BYD Dolphin et son concept Ocean Aesthetics, eh bien me voici installé sur la banquette arrière. Y est-on bien installé? L'empattement, distance entre les roues arrière et les roues avant, 2,70 m, on l'a vu. Et au niveau des genoux, vous le voyez, c'est la bonne surprise. C'est une compacte. Dans certaines qui sont bien plus grandes, j'ai moins de place. Ici, vraiment, aucun problème. Le siège avant, il est réglé comme pour moi et mon 1,90 m. Eh bien, je peux sans problème m'installer derrière moi. Par contre, en hauteur, vous le voyez, c'est un petit peu moins ça. Hein. Pour mon 1,90 m, c'est un petit peu compliqué. J'ai en fait le rebord ici du toit vitré qui prend pas mal de place. Et donc, bah voilà, en hauteur, je dois vraiment me tasser pour ne pas toucher le pavillon. C'est un petit peu gênant. Au niveau des finitions intérieures, tout d'abord, et puis on a quelque chose de finalement très très bien fini. Esthétiquement, ça paraît relativement valorisant, même si on a beaucoup de plastique dur. On le verra à l'avant également. Les sièges monobloc conducteur et passager, franchement, ça prend un peu de place, mais ça va. On garde une belle visibilité périphérique ici à l'arrière. On a un plancher qui est parfaitement plat. On a également un petit vide-poche ici à l'arrière de la console centrale et puis deux prises USB-C ainsi que les traditionnelles pochettes aumônières avec des pochettes supplémentaires ici, vous le voyez, pour glisser des smartphones hein, par exemple. Et puis bien sûr, sur la partie centrale, on a l'accoudoir avec les inévitables porte-gobelets. Bref, on est bien installé ici à l'arrière, juste pour les très grands gabarits, effectivement, en hauteur, c'est un petit peu limite, mais au niveau des genoux, ça ne pose absolument aucun problème. Et ça, c'est la bonne surprise à bord de cette BYD Dolphin. Je vous souhaite la bienvenue à bord de cette BYD Dolphin. Alors la première impression quand on s'installe au volant, eh bien c'est que cet intérieur il est un peu spécial, mais largement moins que celui de l'Atto 3. On l'a dit, la volonté dans cette Dolphin a été de se rapprocher du monde aquatique, c'est original, là où vivent les dauphins, avec ce concept stylistique Ocean Aesthetics. Cela dit, franchement, je m'attendais à bien pire. À ce niveau de prix, on n'échappe pas au plastique dur, mais dans l'ensemble, leur aspect est plutôt valorisant. Et on a aussi droit à des matières moussées sur les portières, sur le tableau de bord. Le compromis coût-rendu visuel est donc plutôt convaincant, surtout qu'on a évité ici la surabondance de plastique brillant du piano black qui se limite à la zone la plus aquatique de l'intérieur, c'est-à-dire celle qui court d'une ouïe de ventilation à l'autre en passant derrière l'écran. L'écran d'infodivertissement justement sur lequel on reviendra dans un instant, il est toujours rotatif comme sur toutes les BYD. Pour le faire tourner, ça se passe soit dans la partie inférieure de l'écran ici, ou bien plus facile encore sur la partie de gauche du volant, un petit bouton et vous faites tourner l'écran, une fonction qui n'est pas indispensable mais qui fait son petit effet et qui peut être intéressante dans certains cas pour améliorer la lisibilité des informations affichées. On y reviendra dans la suite. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Je vous propose à présent une description complète du tableau de bord de cette voiture. Sur la portière conducteur, on a en partie haute la nageoire de dauphin, c'est-à-dire la poignée d'ouverture. En partie intermédiaire, le verrouillage centralisé, les vitres et rétroviseurs électriques, rabattables à la demande évidemment. Et puis en partie basse, le vide-poche, dont le fond n'est malheureusement pas recouvert de feutrine. Sur le tableau de bord à gauche du volant, rien du tout, si ce n'est un petit vide-poche, toujours le bienvenu, et la commande de déverrouillage du capot en partie basse. Au niveau du volant qui est à réglage
réglage manuel à gauche, les aides à la conduite, régulateur de vitesse adaptatif avec gestion de la distance par rapport au véhicule qui précède, le maintien dans la voie et en haut, l'appel du menu caméra à gauche et la possibilité de faire pivoter l'écran central, on l'a vu, sans lâcher le volant. Ça se passe à droite. À droite du volant, justement, les commandes audio, le téléphone, la commande vocale et la navigation dans l'écran instrument. On y reviendra dans un instant. Derrière le volant, les commodos. À gauche, les clignotants, appel de phare, anti-brouillard et les phares. Vous pouvez également, via l'extrémité du commodo, basculer entre le kilométrage total, celui du trajet 1 et celui du trajet 2 avec un appui long. Vous remettez à 0 évidemment trajet 1 et trajet 2. À droite, on a les essuie-glaces à l'avant mais également à l'arrière. Ensuite, l'écran instrument de 5 pouces de diagonale qui se trouve donc derrière le volant, à l'image un petit peu de ce qu'on va retrouver dans la série ID de Volkswagen. Il me fait penser un petit peu à cet écran. Et chez Volkswagen, dans l'ID3, on a la commande à bascule ici. Voilà, ça me fait un petit peu penser à cet écran-là. Alors, cet écran avec toutes les infos, c'est vrai que c'est assez complet. Vous pouvez personnaliser plusieurs choses. Alors, on l'a dit, l'odomètre en partie inférieure que vous pouvez basculer en trip A et trip B, mais également la présentation de l'écran que vous allez pouvoir changer et également la partie centrale, les infos diffusées sur la partie centrale. Donc, si j'appuie ici, eh bien, je vais pouvoir, voilà, on a vitesse moyenne, on a ici les thèmes. Si j'appuie, on a un autre thème qui s'affiche. On va remettre, voilà, thème, clac, on revient sur ce thème-là, on a un thème un peu plus tunnel ici, je le préfère personnellement. Si on descend plus bas, on a le temps de conduite, on a le Acceleration Timer, vous allez pouvoir également vous chronométrer votre 0 à 100, c'est possible avec cette voiture. Également la consommation sur les 50 derniers kilomètres et la consommation totale. Cette voiture au total, elle a parcouru 1411 km et vous le voyez, sa moyenne est de 19 kWh au 100, voilà qui vous donne déjà un petit indice pour ce qui est de la consommation dont on reparlera dans un instant sur la route. Évidemment, consommation propre à cet essai qui a été réalisé dans des conditions hivernales. Alors, si je descends encore, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la pression des pneus, évidemment, et puis là, un écran vide. On va rester sur la vitesse moyenne, par exemple. Alors, ensuite, pas d'affichage tête haute dans cette BYD Dolphin. Au centre du tableau de bord, l'écran central d'infodivertissement tactile et rotatif, on l'a vu, d'une diagonale de 12,8 pouces, on y revient dans un instant. Sous l'écran, un espace de rangement. Il y en a 20 au total dans cette voiture, des espaces de rangement, ce qui est largement supérieur à la moyenne du segment. Plus en arrière, on va retrouver une ligne de commande avec de gauche à droite le sélecteur de vitesse rotatif avec le bouton P qui se trouve ici sur le côté. On a les modes de conduite classiques, le mode snow, on reparlera des modes de conduite sur la route, le réglage de la récupération d'énergie, on en reparlera là aussi sur la route, les feux de détresse, le mode auto de la climatisation, l'activation, désactivation de la climatisation, le désembuage à l'avant et le volume du système audio, c'est le dernier bouton qui est rotatif ici tout à droite. Plus bas, la connectique assez classique avec une prise 12 volts et 2 prises USB-C ainsi qu'un lecteur de carte. Ensuite, un nouveau bac de rangement qu'il est possible de refermer avec un petit volet coulissant et puis plus en arrière, les inévitables porte-gobelets, ils sont au nombre de 2, vous le voyez. Des commandes ensuite, la fonction Auto Hold, le frein de parking électrique et la désactivation de l'ESC, donc le contrôle de stabilité. Fonction auto-hold, on sait ce que c'est. Hein. Donc, c'est le fait quand vous êtes arrêté à un feu rouge, vous levez le pied du frein et la voiture se maintient en place. Alors que traditionnellement, sur une voiture automatique, même avec moteur thermique, eh bien, la voiture a tendance à ramper à basse vitesse. Ici, donc, elle se maintient en place jusqu'au moment où vous allez réappuyer sur la pédale d'accélérateur. Plus en arrière, enfin, un chargeur à induction présent sur la finition haut de gamme uniquement. Et puis, sous la coudoir, eh bien, un grand bac de rangement. La boîte à gants, enfin, elle est de contenance plutôt généreuse, mais pas recouverte de feutrine, c'est dommage. Voilà pour la description complète de l'intérieur du tableau de bord de cette BYD Dolphin. Avant de prendre la route, quelques mots à propos du système d'infodivertissement qu'on va retrouver dans cette voiture. Alors d'abord, rien à dire au niveau de la réactivité, hein, ça fonctionne plutôt bien. Concernant la mise en page, l'organisation générale des menus, on a quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire des widgets qu'on va retrouver avec 3 widgets principaux sur la page principale ici, celle à laquelle on accède en appuyant sur le petit bouton maison. Et puis alors avant, il y avait 2 autres pages quand j'ai pris possession de la voiture. En l'occurrence, j'ai tout rassemblé ici sur une deuxième page sur laquelle
on a des fonctions accessibles immédiatement, et puisqu'on utilise peut-être un peu moins, j'ai glissé ça dans outils pratiques, voilà, comme contrôle de débit, album, centre du média, etc., ou l'assistant BYD. J'ai tout glissé là. L'assistant BYD qu'on va retrouver ici, à droite, la radio en cours de lecture, on a l'heure 2 fois, c'est pas très cohérent. Ensuite, on a ici les notifications en partie supérieure et la connectivité en partie supérieure à droite. En partie inférieure, on a d'abord cette rangée de commandes qui concerne la climatisation, et puis tout en bas, le bouton retour ici, le bouton maison. Alors ici, c'est les précédemment utilisés, récemment utilisés. Si j'appuie dessus, voilà, on est allé précédemment sur la navigation, on est allé précédemment ici sur la partie radio. Et bien, ça se retrouve directement accessible sous ce bouton récent, précédemment utilisé. Je trouve ça assez pratique. Ici, possibilité de basculer l'écran. Ici, c'est le split screen. Donc le fait de couper l'écran en deux, et le fait de couper l'écran en deux et d'avoir notamment ici Spotify en partie de droite, eh bien ça va être particulièrement chouette si vous décidez de basculer l'écran. Pourquoi? Eh bien parce qu'en partie supérieure, c'est-à-dire facilement visible quand vous êtes au volant, vous allez avoir la navigation, et Spotify ici en partie inférieure. Je trouve ça bien pensé. C'est pas indispensable cet écran rotatif, mais dans ce cas-ci, franchement, ça permet d'avoir ce qu'on souhaite rapidement sous les yeux, à savoir la navigation quand on est sur la route, et puis de manière un peu secondaire, grâce au split screen, eh bien le Spotify ici en partie inférieure. Malheureusement, on ne peut pas tout mettre dans ce split screen, et ça c'est un petit peu dommage. On va retirer le split screen. Du coup, vous voyez une grande navigation, c'est très sympa, et on va remettre l'écran de manière horizontale. Et ensuite, on va revenir sur le petit bouton maison. En partie de droite ici, possibilité d'éteindre l'écran. Vous le rallumez tout simplement en poussant dessus. Alors, dernier menu à vous détailler, le menu voiture. Ici, un menu dans lequel on va aller très régulièrement. On en reparlera sur la route, notamment concernant les petits bips intempestifs, suite aux nouvelles normes, évidemment, qui sont plus restrictives en la matière. Et là, malheureusement, c'est dommage. Comme sur toutes les voitures chinoises, on a des choses qui sont mal traduites. Des appareils connectés, ça n'a aucun sens. Ce n'est qu'un exemple, il y a plein de choses qui sont mal traduites, et parfois même on se demande ce que ça veut dire tellement c'est mal traduit en français. Je ne comprends pas que sur toutes ces voitures chinoises, il n'y ait pas quelqu'un qui prenne 1 heure avec un traducteur pour traduire les choses correctement, qu'on ait systématiquement, et c'est pas uniquement le cas chez BYD, c'est le cas également chez MG, c'était le cas également chez Lotus, avec une voiture à près de 170 000 €, c'est incroyable, et des menus qui sont mal traduits. Je trouve ça juste hallucinant. C'est incroyable qu'on puisse mettre sur le marché des voitures avec des menus mal traduits à ce point-là, c'est vraiment dommage. Les paramètres du système donc, interconnexion, ça ne veut rien dire, si ça veut dire quelque chose mais pas dans ce cas-ci, chaîne stéréo, qui dit chaîne stéréo aujourd'hui? Personne. Voilà ici, afficher, c'est-à-dire les affichages, gestion des versions, gestion d'application, et puis si on va sur plus ici, les informations relatives à l'heure, la langue, etc., etc. On ne va pas mettre le portugais, on va rester en français, enfin en français approximatif. ADAS, ce sont les fameuses aides à la conduite, conduite intelligente, régulateur de vitesse adaptatif, les assistances à la conduite, et c'est ici qu'on va devoir chipoter, on en reparlera sur la route, sécurité active, et assistant. Voilà, s'il veut bien, de stationnement avec le radar lors de la marche arrière et les images panoramiques. À propos des images panoramiques, eh bien, vous le voyez, c'est assez incroyable. La définition de cette voiture, alors pas tellement la définition, mais surtout l'absence d'angle mort. Il n'y a absolument aucun angle mort. Je ne sais pas comment ils ont fait chez BYD. Les autres devraient en prendre de la graine, et notamment chez Polestar où on a une grosse zone grise autour. Ici, c'est pas du tout le cas. On a vraiment aucun angle mort autour de la voiture. Alors parfois, selon les manœuvres, il y a un tout petit angle mort, une toute petite surface grisée qui apparaît, mais c'est vraiment très réduit, et c'est vraiment très sympa d'avoir cette définition, et en tout cas cette absence, cette précision en fait, qui est très utile lorsque vous allez devoir manœuvrer dans des espaces un petit peu plus exigus. Alors ici, la caméra frontale, ici on est à l'arrière, le côté gauche, le côté droit, un panoramique avant, panoramique arrière. Et ici, un gauche-droite très utile. Vous rentrez dans un parking avec 2 grosses bordures, une à gauche, une à droite. Vous mettez ce mode-là et franchement, c'est très sympa. On a également une vue 3D sur cette voiture. On va pouvoir tourner autour de la voiture. C'est sympa également.
Et puis ici, une vue également par transparence. C'est absolument incroyable, la partie parking dans cette voiture. Ensuite, nouvelles énergies. Alors l'intensité du feedback de l'énergie, c'est-à-dire l'intensité de la récupération d'énergie dont on reparlera sur la route, standard ou élevé. Le mode de l'affichage d'autonomie, standard ou dynamique. Les paramètres de charge, la consommation, la courbe de consommation également. Ensuite, on a les paramètres du véhicule, l'aide à la direction, autrement dit une direction plutôt confort ou plutôt sport, le mode d'assistance au freinage, on l'a vu, et puis l'état de la voiture, on peut afficher des informations notamment en matière de révision, d'entretien, etc. On va revenir sur l'écran principal, voilà, donc en résumé, cet écran, il est bien organisé, cet écran d'infodivertissement, les menus sont clairs, c'est dynamique, c'est très efficace quand on veut naviguer à l'intérieur. Alors il y a juste deux petites choses, c'est qu'au niveau de la planification d'itinéraire, il n'y a pas de planificateur intégré, il faudra passer par l'application et transférer par la voiture. Et puis autre chose également, c'est que je ne suis pas parvenu cette semaine à utiliser, pourtant ils sont bien là, Apple CarPlay, Android Auto, en tout cas en ce qui me concerne Apple CarPlay, même avec le câble branché sur la prise de droite, eh bien ça n'a pas fonctionné. Bon, j'imagine que c'est une question de réglage. Voilà pour la description complète de l'écran d'infodivertissement. Pour démarrer, appuyer sur le frein et sélectionner le mode D ne suffit pas dans cette voiture, il faut encore préalablement pousser sur Start. On s'en serait volontiers passé. Et puis c'est devenu une habitude très désagréable, mais c'est comme ça, la législation européenne impose de nouvelles alertes sonores, et comme soit les systèmes supposés les gérer, ces alertes ne sont pas au point, soit l'infrastructure routière et les infos communiquées à la voiture ne sont pas à jour, eh bien il faut donc les désactiver à chaque démarrage. C'est le cas par exemple des bips de changement de vitesse maximale autorisée et des bips de survitesse. Et ne me dites pas, il suffit de respecter la vitesse autorisée. Non, il ne suffit pas. D'une part parce que vous n'échapperez pas au bip de changement de vitesse maximale autorisée, et puis d'autre part, eh bien parce que le système est trop rigide, c'est tolérance zéro. Or sur la route, on ne conduit pas comme des robots en plongeant sur les freins avant chaque changement de limitation. Des limitations d'ailleurs pas toujours correctement interprétées par la voiture, je vous le disais. C'est pas ça la vraie conduite. Chez BYD, ça passe par les menus pour désactiver ces bips. On l'a vu, c'est assez fastidieux. À quand un raccourci sur le volant, comme chez BMW, c'est la meilleure formule. Alors une fois que c'est fait, dès les premiers mètres, on est assez surpris par la douceur des suspensions et le confort des sièges. Les reprises sont également tout à fait convaincantes. De ce côté-là, ça démarre plutôt bien, mais on constate quand même que cette voiture, elle est vraiment davantage orientée confort. On n'est pas dans une MG4. Les sièges en simili-cuir, ils sont à réglage électrique sur toutes les versions, mais chauffant uniquement sur les finitions supérieures. Et seul le siège conducteur est réglable en hauteur. Concernant les sièges chauffants, 2 niveaux sont disponibles. Et sur le niveau 2, je peux vous dire que ça chauffe vraiment très très fort, sachez-le. Heureusement d'ailleurs, parce que par temps très froid, il a fait entre moins 7 degrés et 4 degrés cette semaine. Eh bien le chauffage, lui, il met pas mal de temps avant de réchauffer l'habitacle de cette voiture. Rappelons que cette voiture est équipée de série sur toutes les versions d'une pompe à chaleur, histoire de contenir la consommation en hiver. Durant les premiers essais européens de la Dolphin, il y a plusieurs mois, c'était l'été dernier, certains de mes confrères ont pointé du doigt un maintien dans la voie de circulation dangereux car trop brutal. Alors, bonne nouvelle, cela semble-t-il été un peu corrigé, mais on n'est pas encore en présence de quelque chose de vraiment fiable, malheureusement, et bien loin de là d'ailleurs. Alors, on a le choix entre régulateur de vitesse adaptatif et conduite semi-assistée qui combine le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien au centre de la voie de circulation. Mais le maintien sur la voie de circulation, il est bien trop imprécis pour être utilisable au quotidien. Il lui arrive trop souvent de perdre ses repères, de ne plus voir les lignes à gauche et à droite sur la route et donc de rendre la main au conducteur absolument sans prévenir. Il faut donc rester attentif en permanence, prudence. Sinon, en plus des témoins dans les rétroviseurs, les avertisseurs d'angle mort, eh bien, ils sont également affichés dans l'écran instrument, ça c'est bien vu. L'avertissement d'attention du conducteur est lui aussi très peu envahissant. Il ne sonne pas à tout bout de champ dès que vous regardez un quart de seconde l'écran d'infodivertissement ou un passager. Et puis enfin, et c'est bien vu également, eh bien la Dolphin est équipée d'une alerte d'ouverture de la portière si quelqu'un est en approche. Ça aussi, c'est sympa pour la sécurité. Dans cette Dolphin, 4 modes de conduite sont disponibles, Eco, Normal et Sport, accessibles via le bouton de mode, on l'a vu, et puis Snow via la commande située juste à côté. Alors en mode Eco, la dégradation des performances vous permettra d'aller plus loin sur une seule charge. Cela dit,
parle de dégradation de performance, mais ce mode au quotidien, c'est probablement le plus intelligent parce que franchement, au quotidien, en ville, vous n'avez pas besoin d'autre chose que du mode éco qui offre des performances tout à fait satisfaisantes. On a le mode sport qui, lui, forcément vous proposera les meilleures performances, mais au prix d'une consommation supérieure. Et puis le mode normal, c'est donc le bon compromis au quotidien, mais je le dis franchement au quotidien, le mode éco, c'est bien aussi. Le mode snow, lui, il améliorera la motricité sur route glissante, évidemment. Alors sur la route, la Dolphin, elle a clairement pas la même précision qu'une MG4 et son train avant a un peu de mal, et c'est peu de le dire, à digérer son couple de 310 Nm. Voilà qui rappelle une certaine Hyundai Kona de première génération qui avait le même problème, ce qui a amené Hyundai d'ailleurs à largement réduire le couple sur la nouvelle génération. Cette voiture d'essai, elle est équipée, il faut le noter, de pneus hiver Continental. Au volant, on va donc retrouver du plaisir si on aime rouler cool et profiter du confort global. Si vous aimez par contre la conduite incisive, passez votre chemin. Cette Dolphin, elle a des réglages de suspension qui sont bien trop souples pour se permettre la moindre velléité sportive ou même dynamique. Si les bruits de roulement sont bien étouffés dans cette BYD Dolphin, on ne peut pas en dire autant des bruits aérodynamiques qui sont vraiment présents au niveau des vitres latérales. Alors je ne suis pas parvenu à identifier l'endroit précis, rétroviseur extérieur, vitres latérales, mais en tout cas c'est dans cette zone et c'est assez gênant à haute vitesse, ça m'a un petit peu agacé durant cette semaine d'essai. Si vous roulez essentiellement en ville, ce sera évidemment moins gênant parce que beaucoup moins présent. Le système audio, lui, il fonctionne plutôt bien, même si je n'ai pas vraiment compris pourquoi le DAB est à part des autres sources audio dans le système d'infodivertissement. Encore une bizarrerie. Vous souhaitez tracter une charge avec votre BYD Dolphin? Eh bien, ce n'est malheureusement pas possible. Si ce critère est important pour vous, eh bien, vous allez devoir vous tourner vers une concurrente. 10,5 mètres, c'est le diamètre de braquage revendiqué par la BYD Dolphin, une valeur plutôt intéressante qui rend cette voiture très maniable en ville. On est vraiment en adéquation avec le gabarit de la voiture et l'idée qu'on se fait de sa maniabilité quand on en prend le volant. Elle en offre d'ailleurs même un petit peu plus que ce qu'on imagine. Quand on tourne le volant, on s'imagine qu'on va arriver à en buter. Et en fait, non, il y a encore un petit peu de jeu. Alors, on n'est pas au point d'une ID3 qui a une valeur encore inférieure en matière de diamètre de braquage, mais franchement, 10,5 mètres, c'est vraiment une très très bonne valeur et c'est très agréable au quotidien, notamment évidemment en milieu urbain. Déception, la récupération d'énergie, bien que réglable sur deux niveaux, standard et élevé via une commande à bascule sur le tableau de bord et via le système d'infodivertissement également, eh bien elle reste faiblarde cette récupération d'énergie. Pas de récupération élevée et encore moins de conduite à une pédale. Si vous aimez la conduite à l'ancienne et que vous venez d'une voiture à moteur thermique, vous n'allez pas être dépaysé, pas de problème. Mais si vous avez déjà adopté la conduite à une pédale, le retour en arrière ici sera sans doute un peu déroutant et sans doute décevant. Muscler le niveau 2 et ajouter un niveau 3 en One Pedal Drive, voilà une belle amélioration possible sur cette voiture, ce n'est qu'une suggestion. Phare à l'avant et feu à l'arrière sont à technologie LED sur la Dolphin. L'allumage est automatique, tout comme le basculement des feux de route aux feux de croisement. Et l'ensemble, je dois le dire, fonctionne plutôt bien. Rien à dire sur ce point. Alors, pas d'éclairage matriciel dans cette Dolphin, mais dans cette catégorie, c'est loin d'être une obligation. Et puis, pour tirer les prix vers le bas, il faut bien déterminer des priorités. Et les phares matriciels n'en sont sans doute pas une. Raisonnablement, la pompe à chaleur qui est proposée de série est-elle bien plus utile, surtout en ce moment. Fait combien là? 0 degré. Avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix de cette BYD Dolphin, avant de passer à la conclusion de cet essai également, parlons autonomie réelle. Alors l'autonomie théorique sur une seule charge, c'est 427 km en cycle mixte, norme WLTP sur cette version. J'ai opté, comme à chaque fois, la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière un petit peu plus dynamique. Cette semaine, il a fait, je l'ai dit, très froid, entre moins 7 degrés et plus 4 degrés. Et ça se ressent dans les consommations, évidemment. Sur l'ensemble du test, j'ai parcouru un petit peu plus de 550 km et je suis arrivé à une consommation moyenne de 21,5 kWh au 100, avec donc 70% des parcours sur autoroute et avec au moins 2 trajets par jour de 50 km. Ce sont mes trajets du quotidien domicile-travail avec à chaque fois une remise en température de la voiture, de l'habitacle qui dort dehors la nuit et dans un parking fermé en journée. Alors 21,5 kWh au 100, ça peut sembler un peu élevé pour une compacte électrique, mais rappelons-le, les températures étaient majoritairement négatives cette semaine et on le sait, les températures négatives impactent très lourdement la consommation des voitures électriques. C'est comme ça. Alors avec cette consommation moyenne, je pourrais parcourir un petit peu moins de 300 km sur une seule charge, ce qui reste
largement suffisant hein, pour une compacte électrique au quotidien. Avec des températures plus clémentes et moins de voies rapides, eh bien je descendrai sous les 20 kWh au 100 et je pourrais atteindre les 350 km réels sur une seule charge. Mes confrères qui ont réalisé les premiers essais sont arrivés à des consommations bien plus contenues, hein, entre 15 et 18 kWh au 100 en fonction du type de parcours. Ils les ont réalisés ces essais dans les meilleures conditions de température puisque c'était l'été dernier, ce qui autorise du coup jusqu'à 400 km sur une seule charge. C'est vraiment pas mal. Avant de conclure cet essai, je vous propose de parler du prix de cette BYD Dolphin, et ce en Belgique, mais également en France. En Belgique, les prix démarrent à 29 240 €. Ce sera la version active avec ses 340 km d'autonomie sur une seule charge. À l'autre bout de la grille tarifaire, il y a 4 versions disponibles en Belgique. Eh bien, on a cette version, la version design, avec cette très belle peinture Biton et ses 427 km d'autonomie sur une seule charge, facturée 35 990 €. En France, les prix démarre avec la version Confort. La version Confort proposée à 33 990 €. Et puis la version Design est là aussi proposée à 35 990 €. Surfez sur le site internet de BYD qui correspond à votre pays, configurez votre BYD Dolphin idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises et pour les particuliers avec au moins 2 avantages. Le premier, c'est que tout est inclus. Il n'y a pas des mois où vous allez devoir payer plusieurs centaines d'euros en plus de votre remboursement de crédit parce que, si vous prenez une formule traditionnelle, parce que vous allez devoir passer la voiture à l'entretien, changer les pneus, payer des taxes, etc. Non, tout ça est inclus dans la formule de leasing. Vous payez donc une mensualité qui est plus élevée, évidemment, qu'un remboursement de crédit, mais tout est inclus et donc il n'y a pas de surprise. Votre mensualité, elle sera la même du premier au dernier mois et ça, en termes de gestion de budget, c'est quand même nettement avantageux. Le deuxième avantage principal de cette formule, eh bien, c'est qu'à la fin du contrat, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous avez juste à remettre la voiture et les clés, c'est tout. Vous n'avez pas à vous soucier de combien vaudra cette voiture à la fin du contrat, alors que d'ici là, 3 ans, 4 ans, 5 ans, forcément, la technologie, elle aura évolué. Hein, vous le savez, on est dans une période de transformation technologique et ça va très vite avec la voiture électrique. Donc les voitures, à ce moment-là, auront une meilleure autonomie que celle que cette voiture a aujourd'hui et celle-là et toutes les autres aujourd'hui. Du coup, forcément, ça fera baisser la valeur de cette voiture, mais ça, vous n'en avez absolument rien à faire puisque vous allez juste remettre la voiture et les clés. C'est pas vous qui prenez le risque de combien vaudra cette voiture à la fin du contrat, c'est la société de leasing. Pour au moins ces 2 bonnes raisons, eh bien, rendez-vous sur arval.be pour la Belgique, arval.fr pour la France et demandez une offre. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, surfez sur le site internet de notre partenaire, c'est Autoscout24. Sur Autoscout24, plus de 120 000 voitures vous attendent actuellement. Alors bien sûr des voitures d'occasion, mais également des voitures neuves et parmi toutes ces voitures, des voitures électrifiées et notamment des voitures 100% électriques. Allez faire un tour sur Autoscout24, rentrez vos critères sur la page d'accueil et obtenez en retour une sélection des voitures qui correspondent à ces critères et qui sont surtout disponibles immédiatement. Parmi ces voitures figure peut-être votre prochaine voiture. Sur Autoscout24, vous allez pouvoir aussi obtenir une offre de reprise pour votre voiture actuelle. Vous rentrez là aussi ces critères dans le formulaire et en retour, vous obtenez une offre de reprise pour votre voiture actuelle dont vous voulez vous séparer. Tout ça peut donc se faire sur autoscout24.be pour la Belgique. Pour la France, surfez sur autoscout24.fr. Oui, en conclusion, la BYD Dolphin est une bonne voiture électrique avec d'indéniables qualités. Elle est plutôt agréable à regarder, elle est très agréable à conduire, même si le train à vent a parfois un peu de mal à faire passer toute la puissance disponible. Son intérieur est plutôt valorisant et elle dispose d'une autonomie qui est suffisante pour ses ambitions de compact électrique. Mais malheureusement, on retrouve aussi des défauts qui sont des défauts qu'on va retrouver globalement sur les voitures chinoises, à savoir des menus mal traduits, ce qui ne fait pas très sérieux malheureusement, une puissance de recharge faiblarde sur le courant continu, ce qui ne va pas gêner ceux qui ne rechargeront qu'à la maison ou au travail, mais qui ne va pas plaire à ceux qui roulent beaucoup et sont donc amenés à recharger souvent pendant la journée. Des aides à la conduite qui sont nombreuses mais qui ne fonctionnent pas toutes correctement, comme la conduite assistée par exemple, qui perd régulièrement ses repères et donc ne peut plus maintenir le cap au centre de la voie de circulation.
circulation, pas de conduite à une pédale et une récupération d'énergie globalement faiblarde, et puis ces bips intempestifs qu'il faut aller couper dans les menus mal traduits, et ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau de l'agacement. Mettez-nous un raccourci sur le volant. Alors si je la compare à la Mégane E-Tech et à l'ID3, je dirais que la Dolphin est évidemment plusieurs milliers d'euros moins chère, mais qu'elle est aussi moins aboutie. Il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on peut se permettre. Concernant la MG4, elle souffre des mêmes problèmes du point de vue des menus mal traduits et des aides à la conduite perfectibles, mais la MG4 est par contre davantage orientée plaisir de conduire, du moins si vous aimez la conduite plus dynamique, avec une meilleure motricité et globalement un meilleur comportement, alors que la Dolphin est plus tranquille, plus pataude et privilégie le confort. À vous de faire votre choix. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc dimanche prochain à 18 h. L'essai toujours chez BYD de la grande sœur de cette BYD Dolphin. Ce sera la BYD Seal, concurrente directe de la Tesla Model 3. Une de plus, je vous le disais tout à l'heure. Dans les prochaines semaines, d'autres essais tout aussi électrisants. Je prendrai le volant chez Smart de la Smart Hashtag 3, grande sœur de la Smart Hashtag 1. Remarquez d'ailleurs que pour la 1, c'est 1 et pour la 3, c'est 3. Voilà, en français. J'irai chez Volvo également. Essayez pour vous le petit SUV de Volvo, le Volvo EX30, un essai que vous attendez avec grande impatience, je le sais. Et puis, j'irai également en Allemagne chercher pour vous une Fisker Ocean, un SUV au look très californien. Vous saurez tout de cette voiture également, tout comme chez NIO, voiture que j'irai chercher aux Pays-Bas. Eh bien, la NIO ET5 Touring, c'est une 100% électrique, un break. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. NIO, marque chinoise, mais marque chinoise premium. On verra si tout ce qu'on reproche aux marques chinoises, eh bien, c'est également présent sur cette marque NIO, marque davantage premium que BYD ou que MG par exemple. Eh bien, j'essaierai pour vous donc cette ET5 Touring également dans les prochaines semaines sur Charging Station. L'occasion de vous rappeler bien sûr de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Si vous voulez soutenir Charging Station, si vous avez aimé cet essai, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à partager cette vidéo. Ça aide énormément à faire grandir la chaîne. Merci de votre soutien, de votre fidélité et à très bientôt.